j'ai plein de questions justement des personnes qui vous écoutent sur la mixité qui sont remontées. Alors, il y en a une première. On sait que vous avez racheté Clarion il n'y a pas longtemps, qui est une entreprise de culture japonaise. Et on sait que la place des femmes dans les entreprises japonaises est souvent, est encore moins avancée qu'en France. Et du coup, comment vous appréhendez cette intégration de l'entreprise au sein de Faurecia et la place des femmes dans ce rapprochement? Alors vous avez raison, mais le Japon est confronté à un problème de vieillissement. Et il n'est pas prêt culturellement à une immigration importante. Donc le Japon n'a pas d'autre choix que de faire travailler les femmes qui représentent à nouveau 50% de sa population. Et donc je pense que les mentalités là aussi vont évoluer assez rapidement. Lors de mes dernières visites chez Clarion, en particulier sur la partie R&D, je peux vous dire que j'ai vu beaucoup de jeunes femmes ingénieures. Et je pense que cette idée est une idée maintenant, alors peut-être pas encore périmée, hein, ça prend du temps, hein, mais ils n'ont pas le choix. Hein, et il faut être pragmatique dans l'industrie. Non, mais parce que s'ils avaient le choix, peut-être qu'ils ne le feraient pas. Il faut quand même être à peu près clair là-dessus. Mais ça change. Et je pense que le changement va entraîner aussi le changement de mentalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit avant, c'est-à-dire que souvent les femmes n'osent pas? Oui, alors nous on le constate très souvent. C'est quand on fait une proposition de promotion à une femme, dans la vaste majorité des cas, elle commence par dire non. Elle commence par dire non parce qu'elle doute de sa capacité à performer dans son nouveau job. Elle se demande si elle sera capable de mener en parallèle sa vie personnelle et ses nouvelles responsabilités. Et ce que nous faisons, c'est qu'on propose en règle générale de ne pas nous répondre immédiatement. On les met en contact avec un certain nombre de femmes qui sont passées par ces expériences-là. Et en général, au bout d'une semaine, elles reviennent avec un avis favorable. Si je fais le parallèle avec les hommes, quand on dit à un homme, voilà, je vous propose une promotion, il ne se pose pas un quart de seconde la question de s'il sera capable. Puisqu'on lui propose, c'est que forcément, on a jugé qu'il était capable. Hein. Et la question vous voulez dire qu'on est sûr de nous, on est en non, on n'est pas. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des différences. C'est ça que je veux dire. Hein. Et que l'important, c'est de les reconnaître, ces différences, et de comprendre comment les uns et les autres fonctionnent. Quand on lui fait une proposition, la question suivante, c'est quelle est mon augmentation de salaire? Mais pourquoi? En fait, c'est pas l'argent tellement qui est le problème de fond. C'est qu'en fait, il veut savoir quelle est l'importance de sa promotion. Et donc, il calibre en fait cette promotion par cette augmentation. Une femme qui a déjà eu du mal à dire oui parce qu'elle est incertaine, elle va pas demander une augmentation. Hein? Elle se dit, ça va venir automatiquement quand je démontrerai ma performance derrière. Hein? Bon, voilà. Et donc, je pense qu'il faut qu'on soit conscient de ça. Il y a des différences et il faut qu'on les gère. Alors, oui. Comment vous en tenez compte? Est-ce qu'il faut faire des quotas? Est-ce qu'il faut... là, on parle du plafond de verre, typiquement. Est-ce qu'il faut mettre en place des actions un peu coercitives, quoi? On ne laisse pas les choses se faire naturellement puisque ça ne fonctionne pas. Alors, il y a des cas où il faut probablement manager la situation. Je vous donne un autre exemple. Les jeunes cadres. Quand je dis jeunes cadres, c'est aux alentours de 30-32 ans. Hein. Lorsqu'ils ont à faire un recrutement, leur préoccupation est totalement égocentrée. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, ils ont 3 ans pour démontrer ce qu'ils sont capables de faire et ils pensent à l'étape suivante. Donc, 3 ans, recruter une femme qui pourrait être enceinte pendant cette période-là, ça ne va pas le faire. Parce que ça ne va pas les aider à passer l'étape suivante. De la même manière, ils sont bien sûr prêts à recruter quelqu'un qui va être
directement opérationnel, et tant pis si pour l'entreprise sur le long terme, cette personne ne fera pas l'affaire. Hein. Et donc ce qu'on a décidé, c'est qu'on les recrute nous maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, on choisit les écoles pour avoir le mix que l'on veut, et on met donc les candidats à disposition quand ces gens ont besoin de renforcer leur... Est-ce que vous avez l'impression de passer, entre guillemets, à travers des talents que des femmes vous auriez pu engager ne le sont pas parce que... Mais en fait, pour toutes ces raisons, pour tous ces freins. Alors, oui, bien sûr, je pense qu'on passe à côté de talents, bien sûr, puisqu'en fait, si on laisse ces hommes-là qui sont quand même... Dans notre entreprise, au premier niveau, on a à peu près 30-35% de femmes et 65% d'hommes. Hein, c'est le premier niveau. Alors déjà là, il faut faire attention à ce que l'on augmente, que l'on puisse augmenter ce pourcentage. Mais ensuite, quand vous regardez le top 300 de nos managers, il n'y a plus que 43 femmes. Donc en fait, on passe de 30-35% à, si je ne me trompe pas, aux alentours de 13-14%. D'accord ? Et donc on est préoccupé de savoir comment se fait-il qu'on les ait perdus pendant l'évolution de leur carrière. Alors, il y a différentes raisons. Celle que j'évoquais tout à l'heure, où on n'a pas su, on n'a pas appris comment ces différences fonctionnaient, et donc de leur proposer les postes de façon adéquate. Un autre thème, jusqu'à récemment, on oblige maintenant nos chasseurs de tête de nous présenter systématiquement une femme dans la shortlist, donc la shortlist de 2 candidats, systématiquement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand on a commencé et quand on a imposé ça, les chasseurs de tête ont dit mais c'est pas possible, hein, on les trouvera pas. Et miracle, hein, on les a trouvés. Hein. Et on est très content de la qualité de ces candidates. Et donc, c'est pas systématique, on ne recrute pas systématiquement les femmes, bien sûr. Hein, mais non, je crois qu'il faut. D'une certaine manière, c'est un quota de se dire il nous faut un. Vous l'avez imposé, oui. Oui, on se donne des objectifs. Par exemple, je parlais de 43 femmes dans le top 300. On s'est doté l'objectif d'atteindre 90 femmes entre 2025 et 2028. C'est pas si facile, c'est quand même un parcours assez long. Voilà. On se donne aussi l'objectif, quand on regarde les cadres, les techniciens et cadres, les femmes représentent 24% de cette population, et on voudrait être à 30% en 2021. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on augmente notre quota de 2% par an, ce qui n'est pas simple. Ça veut dire qu'il faut qu'on recrute 700 femmes supplémentaires. On est sur Envoyez votre CV. Sur une base de 700 aujourd'hui, donc il faut qu'on passe à 1400. Et en termes salarial, est-ce que l'égalité, ou comme dans toutes les entreprises françaises, est-ce qu'il y a vraiment un écart entre hommes et femmes? Et chez vous, il est de quel ordre? Alors, ce que nous faisons, c'est qu'on a un audit tous les ans pour essayer de bien comprendre s'il y a des écarts, et nous corrigeons tous les ans ces écarts. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a aussi des écarts très importants chez les hommes. Et donc, c'est pas si simple. Quand j'entends dire il y a des écarts entre... Bon, certainement, et quand c'est le cas, il faut les corriger, on le fait systématiquement, mais ce que je veux dire aussi, il y a le parcours professionnel, le moment où on rentre dans l'entreprise, la façon dont on progresse dans l'entreprise. Il y a plein d'éléments qui font qu'il peut y avoir des écarts. Un point que je veux dire aussi, que nous avons changé, et ça ne fait pas si longtemps, on donne des enveloppes au chef de service pour les augmentations. Donc c'est un montant, en fait, que lui doit décider de distribuer. Mais quand une femme est en congé maternité, belle aubaine, ça fait une personne de moins. Hein. Et vous voyez bien que si une femme a 2 enfants, par exemple, elle passe à travers 2 années d'augmentation. Hein, et tout de suite, ça crée effectivement un décalage, surtout pour les jeunes femmes. Hein. Et donc on a décidé de donner systématiquement une augmentation moyenne de l'entreprise aux personnes qui ne sont pas là, enfin les femmes en congé maternité. Donc il y a plein de trucs comme ça qu'il faut faire. Mais
Ce que je voudrais vous dire, c'est que quand on est ici à ma place en train de vous parler, c'est que des paroles en fait, hein, et ça peut paraître tout ça très beau. La réalité, c'est que dans l'entreprise, c'est pas facile, parce que même si en haut on est convaincu et qu'on se donne des objectifs, il faut que ça percole dans tous les étages de l'entreprise, et je pense que ça prend du temps. Je pense qu'il faut faire attention de parler de gender diversity. Nous, ce qu'on préfère dire, c'est que les différences créent de la valeur. Et il n'y a pas que les gender diversity. Je peux vous dire que, par exemple, je me faisais la réflexion récemment, sur l'année dernière, j'ai dû rencontrer dans mes voyages une demi-douzaine de personnes handicapées dans l'entreprise. D'accord ? C'est la même chose. Hein, c'est pareil. Hein, et pourquoi on en est là et comment on fait et donc c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps. On y est engagé, on s'est doté d'objectifs que l'on mesure et donc on va voir si on est au rendez-vous et si on peut nous croire réellement. Alors juste une dernière question qui me remonte de nos auditeurs. Est-ce que vous avez une femme dont le nom vous vient en tête, qui serait un rôle modèle pour les femmes plus jeunes dans votre entreprise? Et si oui, quel poste elle occupe et quel parcours rapidement à cette personne? Il y en a plein, mais je ne sais pas, moi, Madame Lagarde, par exemple, je la trouve extraordinaire. Pas Florence. Par son... Ah, si, non. Non, c'est pas... Pardon. Donc voilà, mais je crois qu'il y a... Enfin, c'est une question un peu... Il y en a plein. Il y en a plein qui font des choses extraordinaires. À nouveau, enfin, il n'y a pas de raison de discriminer par rapport aux hommes. Dans l'entreprise, il y a beaucoup de femmes qui ont des idées géniales. Tout à l'heure, Luc l'a dit, mais je crois que c'est absolument fondamental. Enfin, on peut plus aujourd'hui, quand on est une entreprise, se passer de 50% des talents. Hein, les talents, c'est extrêmement précieux pour l'entreprise, c'est ce qui va faire la différence. Dans les pays occidentaux, 50% des détenteurs de permis de conduire sont des femmes. Je ne suis pas du tout d'accord avec le chiffre de Kate, mais elle me dit que l'influence des femmes est de l'ordre de 80% sur l'achat d'une voiture. Oui. Ce qui voudrait dire que nous n'avons que 20%, messieurs, d'influence. Dans le foyer... Mais on peut pas imaginer être attractif, enfin dessiner un intérieur de voiture attractif pour les femmes sans femmes. Hein. Je trouve absolument odieux que, par exemple, aujourd'hui, on n'ait pas trouvé de place pour le sac à main dans la voiture. Hein, c'est n'importe quoi. Hein. Il y a des constructeurs là. Non, mais ce qui montre que. Faut que vous achetiez une Renault, on va vous donner un contact. Mais on travaille là-dessus. Bon, on est obligé de s'arrêter. On vous aurait bien gardé parce qu'on avait encore quelques questions, hein, mais bon, on n'a pas le droit. Voilà. Merci beaucoup. Un grand merci à vous.